n'est pas seulement nous, le monde entier a désormais les yeux rivés sur Starbase. C'est ici que SpaceX se prépare à un bond historique. Envoyer Starship sur une véritable trajectoire orbitale pour la toute première fois, possiblement dès le vol 13. Et il ne s'agit pas de simples spéculations. Elon Musk a évoqué cet objectif à plusieurs reprises. Plus important encore, le vol 12 est censé poser les toutes dernières bases de cette tentative orbitale avec une série de tests critiques que SpaceX n'a jamais réellement détaillés publiquement. La grande question est donc la suivante. Le vol 13 entrera-t-il véritablement dans l'histoire ou reste-t-il encore d'immenses défis à surmonter? Décryptons tout cela dans l'épisode d'aujourd'hui de Le Quotidien de l'espace. À ce jour, Starship a déjà volé à 11 reprises et pourtant aucun de ces vols n'a vu l'étage supérieur atteindre pleinement l'orbite. Pendant ce temps, New Glenn de Blue Origin n'a effectué que 2 vols. À sa décharge, son étage supérieur a atteint l'orbite dès le tout premier vol. Et lors de la deuxième mission, il a non seulement déployé avec succès des satellites de la NASA, mais aussi réussi un atterrissage propre du booster sur un drone ship. Beaucoup aiment s'accrocher à cette comparaison et l'utiliser comme une arme contre SpaceX pour le critiquer, s'en moquer ou minimiser ses efforts. Mais ironiquement, ces attaques finissent souvent par mettre encore davantage en lumière les réalisations de SpaceX. Tout d'abord, l'étage supérieur de New Glenn n'est pas un vaisseau spatial. Il s'agit simplement d'un second étage optimisé pour le vide, comparable à celui de Falcon 9 ou à n'importe quel lanceur traditionnel, jetable, utilisé une seule fois puis abandonné. L'étage supérieur de Starship, en revanche, est un véhicule massif, 9 mètres de diamètre, plus de 50 mètres de long, conçu pour accomplir bien plus que le simple déploiement de satellites et surtout pensé dès le départ pour être réutilisable. Quant au booster de New Glenn, certes, il a atterri une fois sur un drone ship, mais c'est quelque chose que Falcon 9 réalise de manière quasi hebdomadaire, parfois même quotidienne. Pendant ce temps, le Super Heavy de SpaceX a déjà été récupéré 3 fois par Mechazilla, une prouesse que personne d'autre sur Terre n'a jamais accomplie. Oui, Starship n'a pas encore atteint l'orbite. Mais c'est parce que les ingénieurs de SpaceX l'ont conçu entièrement à partir de zéro, sans copier ni adapter des architectures de lanceurs traditionnels déjà existantes. Et il suffit d'observer la progression vol après vol de l'ITF 1 jusqu'à l'ITF 11. Nous sommes passés de véhicules perdant le contrôle à des explosions violentes en plein vol, puis à Starship déployant avec succès des charges utiles sur des trajectoires suborbitales, survivant à des rentrées atmosphériques d'une brutalité extrême avec une précision remarquable et allant jusqu'à réaliser des manœuvres d'atterrissage entièrement contrôlées. Ce programme ne stagne pas, Starship mûrit et à un rythme absolument impressionnant. Si cette dynamique se maintient, alors de manière réaliste, 2 ou 3 vols supplémentaires pourraient en suffire à SpaceX pour franchir cet objectif ambitieux, envoyer Starship en orbite pour la première fois. C'est d'ailleurs quelque chose qu'Elon Musk avait clairement anticipé. Dans un tweet, il déclarait « La récupération de Starship aura probablement lieu entre les vols 13 et 15 selon la performance des vols V3 ». Mais cet objectif avait été fixé avant que le booster 18, initialement préparé pour le vol 12, ne subisse une rupture sur le site de Massey's. Avec les retards accumulés, SpaceX va presque certainement réajuster ses objectifs pour les prochains vols. Cela signifie qu'une tentative de récupération du chip sur la tour pourrait être avancée, potentiellement dès le vol 12 et jusqu'au vol 14. Cependant, dans le plan initial, Starship devait atteindre l'orbite avant toute tentative de capture sur la tour. Alors, cela se produira-t-il lors du vol 12 ? Très clairement, non, car lors du vol 12, la priorité absolue de SpaceX sera de valider la nouvelle structure et les systèmes de la version V3. Cela inclut notamment la poussée accrue fournie par 6 tout nouveaux moteurs Raptor 3 sur Starship. Certes, SpaceX affirme que ces moteurs ont déjà cumulé plus de 40 000 secondes de fonctionnement à McGregor en simulant des profils de vol réels, mais rien ne peut remplacer un véritable essai en vol. Atteindre une orbite réelle ne se résume pas à une question de puissance brute. Cela exige des moteurs capables de fonctionner parfaitement dans le vide hostile de l'espace, sans vibrations excessives, avec une stabilité de combustion irréprochable et des rallumages fiables en vol lorsque nécessaire. Le moindre incident pourrait avoir des conséquences catastrophiques.
À cela s'ajoute une autre contrainte majeure. Pour atteindre l'orbite basse terrestre, Starship doit accélérer jusqu'à une vitesse orbitale d'environ 7,8 km par seconde. Mais ce chiffre correspond à un scénario idéal, dans un vide parfait et sans gravité. En réalité, la fusée doit lutter en permanence contre la gravité terrestre, ce que l'on appelle la traînée gravitationnelle, tout en traversant les couches épaisses de l'atmosphère au début de l'ascension, générant une traînée aérodynamique importante. Ensemble, ces pertes représentent environ 1,5 à 2 km par seconde supplémentaires, ce qui signifie que l'ensemble du lanceur doit fournir un delta V total supérieur à 9 km par seconde depuis le sol. Et c'est là que les chiffres deviennent réellement vertigineux. Le booster Super Heavy, équipé de 33 moteurs Raptor 3, développe environ 9250 tonnes de poussée au décollage, ce qui en fait déjà la fusée la plus puissante jamais construite. Après la séparation, l'étage supérieur Starship prend le relais avec 6 moteurs Raptor fournissant environ 1680 à 1800 tonnes de poussée supplémentaires pour finaliser l'insertion orbitale. Sur le papier, ces performances sont largement suffisantes pour placer un véhicule aussi massif que Starship en orbite. Mais le risque demeure. La défaillance d'un seul moteur au mauvais moment pourrait entraîner une perte de contrôle. Et si cela se produisait, cela ne ferait pas que fournir de nouveaux titres aux critiques. Cela repousserait également d'autres jalons critiques encore plus loin dans le calendrier. C'est précisément pour cette raison qu'il est bien plus logique de valider d'abord le nouveau matériel. Au-delà des moteurs, il y a le vol 12 testera également l'anneau de hot staging amélioré ainsi que les nouveaux ailerons de grille du Super Heavy. Du côté du chip, l'attention se portera principalement sur la conception révisée du bouclier thermique. Si le vol 12 se déroule comme prévu, alors le vol 13 pourrait bien être le moment où le plus grand vaisseau spatial jamais construit atteindra véritablement l'orbite pour la première fois. Et ce ne serait pas qu'un simple jalon symbolique, c'est une exigence fondamentale. Sans accès à l'orbite, toute activité menée dans l'espace perd sa valeur à long terme. Un lanceur incapable d'atteindre l'orbite ne peut pas livrer des charges utiles de manière fiable, encore moins soutenir des missions plus avancées comme le ravitaillement en orbite. Or, selon le calendrier actuel, SpaceX devrait démontrer le ravitaillement orbital dès le mois de juin de cette année. Cela nous donne déjà une idée assez claire des objectifs que le vol 13 devra remplir. Premièrement, SpaceX devra identifier et corriger tout problème éventuel apparu lors du vol 12. Si tout se passe bien, l'étape suivante consistera à valider un vol orbital stable, incluant les rallumages des moteurs Raptor dans l'espace, une capacité absolument cruciale. Deuxièmement, l'entreprise poursuivra presque certainement les tests de déploiement de charges utiles à grande échelle avec le largage probable de 8 à 10 simulateurs Starlink afin de démontrer que Starship peut livrer jusqu'à 150 tonnes en orbite basse terrestre. Il est également possible, bien que moins probable, que le vol 13 inclue un test orbital de longue durée au cours duquel le chip resterait en orbite basse pendant une période prolongée. L'objectif principal serait alors de mesurer avec précision les taux réels d'évaporation du propergol afin d'établir des données de référence pour les futures séquences de ravitaillement orbital. Et pour bien comprendre ce que signifie cette évaporation, Starship utilise du méthane liquide et de l'oxygène liquide stockés à des températures extrêmement basses, à plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro. Même dans le vide spatial, malgré une excellente isolation, une petite quantité de chaleur provenant du soleil ou du véhicule lui-même finit toujours par pénétrer. Avec le temps, cela provoque l'ébullition progressive du propergol qui s'échappe sous forme de gaz. Sans contrôle, les pertes peuvent atteindre environ 0,3 à 0,5% de propergol par jour. Cela peut sembler négligeable, mais pour des missions longues et de grande envergure, c'est largement suffisant pour compromettre l'ensemble du plan. Revenons maintenant à la question de l'atterrissage. Si le vol 13 atteint avec succès l'orbite, le profil de rentrée atmosphérique et d'amérissage changerait radicalement par rapport aux vols suborbitaux précédents. De l'IFT-3 à l'IFT-11, SpaceX visait des atterrissages dans l'océan Indien à des milliers de kilomètres de Starbase. Ce choix répondait avant tout à des considérations de sécurité.
en maintenant les débris loin des zones habitées, tout en collectant des données de rentrée de base avec un risque minimal. Avec le vol 13, SpaceX pourrait opter pour une trajectoire beaucoup plus longue, permettant au ship d'effectuer une voire deux orbites complètes avant de procéder à la désorbitation. L'option la plus pragmatique serait une rentrée au-dessus de l'océan Pacifique avec un amérissage plus à l'ouest, possiblement près d'Hawaï ou dans le Pacifique central. Cela permettrait de tester le bouclier thermique sous un angle d'attaque différent et de recueillir des données thermiques sur une durée plus longue durant la rentrée. Un scénario plus ambitieux pousserait la trajectoire encore plus loin en permettant une rentrée au-dessus de l'océan Atlantique avec un amérissage à l'est, potentiellement près des côtes africaines ou au cœur de l'Atlantique. Cela nécessiterait un delta V plus élevé afin de compléter davantage d'orbites, probablement entre 3 et 5, mais constituerait un test clé de la capacité de retour à longue distance. À terme, ce type de profil représente une étape intermédiaire essentielle vers le retour de Starship sur la terre ferme, avec une récupération directe à Starbase ou en Floride une fois que les captures sur tour seront suffisamment maîtrisées autour du vol 15.